Dans un royaume où la lignée scelle le destin, un enfant, abandonné à son sort dans la fureur de la neige, était prédestiné à devenir l'homme qui secourait les fondations du pouvoir. 30 ans de secrets étaient sur le point de s'effondrer, et lorsque la vérité éclaterait, même les plus fiers s'inclineraient devant celui qu'ils avaient un jour méprisé. Avant de nous plonger dans cette histoire épique, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour ne manquer aucun détail et de vous abonner à la chaîne pour plus de récits de royaumes et de destins. La tempête faisait rage avec sauvagerie sur les montagnes de Valdevira en cette nuit d'hiver. Des flocons de neige tombaient comme des larmes gelées du ciel, couvrant la forêt d'un manteau blanc et silencieux. Dans l'ombre des arbres, une silhouette solitaire avançait péniblement, portant un petit paquet enveloppé dans des couvertures contre sa poitrine. Marcos, fidèle serviteur de la maison royale depuis 20 ans, sentait chaque pas dans la neige profonde plus lourd que le précédent. Ce n'était pas seulement le vent glacial qui rendait sa marche difficile, mais le poids de l'ordre qu'il exécutait. « Débarrasse-toi de l'enfant », avait ordonné le duc Rodrigo d'une voix glaciale. Le roi ne peut pas avoir de bâtard qui menace la stabilité du royaume. Le petit paquet dans ses bras laissa échapper un faible gémissement, presque inaudible sous le hurlement du vent. Marcos s'arrêta et, un instant, révéla le visage du bébé. Des yeux couleur ambre, identiques à ceux du roi Édouard, le regardèrent avec innocence. Le médaillon royal accroché au cou de l'enfant brillait faiblement sous la lumière de la lune qui filtrait à travers les nuages. « Pardonne-moi, petit prince », murmura Marcos, tandis qu'une larme solitaire se figeait sur sa joue. Des mains tremblantes, il déposa le bébé sous un vieux chêne, protégé seulement par les épaisses couvertures. Il plaça à ses côtés un petit sac contenant le médaillon et une lettre scellée. Il ne pouvait pas accomplir complètement l'ordre du duc, il ne pouvait pas tuer le fils de son roi. Alors qu'il s'éloignait, les pleurs du bébé s'intensifièrent, comme s'il comprenait son abandon. Marcos pressa le pas, essayant d'étouffer le son avec la distance, mais chaque gémissement était un coup de poignard dans sa conscience. Il n'avait pas fait 100 pas qu'un loup hurla à proximité. Marcos se figea, horrifié par ce qui pourrait arriver. Mais, avant qu'il ne puisse revenir, il aperçut au loin une lumière s'approchant de l'arbre où il avait laissé l'enfant. C'était Mathilde, la guérisseuse de la montagne, connue de certains comme une sorcière, respectée par tous comme une femme sage. L'aîné, comme guidé par une force surnaturelle, était sorti au milieu de la tempête et recueillait maintenant le petit prince abandonné. Les desseins du destin sont mystérieux, pensa Marcos, en observant la femme bercer le bébé. Le serviteur disparut dans la tempête, avec la certitude qu'au moins l'enfant aurait une chance de vivre, même loin du trône qui lui appartenait par le sang. Le soleil du matin filtrait par les fentes de la petite cabane en bois, illuminant le visage concentré d'Adriane. À 18 ans, ses mains travaillaient avec la précision d'un maître alchimiste, alors qu'il mélangeait des herbes dans un mortier de pierre. À ses côtés, Mathilde souriait avec une fierté maternelle. « Tu as un don, mon fils, » dit l'aîné, observant le jeune homme préparer un remède pour la fièvre du fils du bûcheron. « Tes mains guérissent ce qu'elles touchent, comme si la nature elle-même t'avait choisi comme son instrument. » Adriane sourit sans lever les yeux de son travail. Il avait grandi sous la tutelle de Mathilde, apprenant les secrets des plantes médicinales, le langage des animaux de la forêt et la lecture des étoiles. La cabane au sommet de la montagne, isolée du village d'Altoroble, avait été son seul foyer aussi loin qu'il se souvienne. « Crois-tu que le petit Thomas ira mieux avec ça ?» demanda-t-il, montrant le liquide verdâtre qu'il venait de préparer. « Sans aucun doute, » répondit Mathilde. « Mais souviens-toi, ce n'est pas seulement le remède qui guérit, mais l'intention avec laquelle tu le prépares. » La vie en montagne avait doté Adriane de compétences inhabituelles. Il pouvait prédire les tempêtes en observant le vol des oiseaux, trouver de l'eau souterraine en se guidant par le comportement de certains insectes, et ces remèdes naturels étaient recherchés même par des gens de villages lointains. La nuit, lorsque les habitants d'Altoroble dormaient, Adriane s'aventurait seul dans la forêt. Il se déplaçait dans l'ombre avec l'agilité d'un loup, grimpait aux arbres les plus hauts avec la dextérité d'un écureuil,
et pouvait rester immobile pendant des heures, observant les animaux nocturnes. Cependant, des questions tourmentaient son esprit et que même Mathilde ne pouvait entièrement résoudre. Qui étaient ses vrais parents? Pourquoi l'avait-il abandonné au milieu d'une tempête? Que signifiait le médaillon que Mathilde gardait jalousement dans un coffre sous son lit? La vérité viendra quand tu seras prêt pour elle, était la réponse habituelle de l'aîné lorsqu'il s'enquérait de son origine. Les enseignements de Mathilde allaient au-delà des remèdes et de la survie. Elle lui avait appris à lire et à écrire, chose inhabituelle pour un jeune homme de son apparente condition. Elle lui racontait des histoires de royaumes lointains, de batailles épiques et de lignées royales, comme si elle voulait le préparer à quelque chose de plus grand que la vie en montagne. « Souviens-toi toujours, Adrian, lui disait-elle fréquemment, qu'un homme ne vaut pas par son berceau, mais par ses actes. La vraie noblesse est dans le cœur, pas dans le sang. » Et ainsi, entre leçons de sagesse ancienne et le développement de ses dons naturels, Adrian grandit fort et sage, mais avec un vide en lui qu'aucune connaissance ne pouvait combler. Parfois, les nuits de pleine lune, il montait au sommet de la montagne et regardait vers le lointain château de Valdevira, ressentant une connexion inexplicable avec ce lieu qu'il pouvait à peine distinguer à l'horizon. « Un jour, murmurait-il au vent, je découvrirai qui je suis vraiment. » Cette histoire devient de plus en plus intrigante, n'est-ce pas? Si vous appréciez, montrez votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime » et en partageant avec vos amis. L'hiver était arrivé avec une sévérité particulière sur la montagne. La neige couvrait le toit de la cabane et le vent sifflait entre les fentes du bois. Adrian, maintenant âgé de 30 ans, préparait des infusions et des cataplasmes avec des mains tremblantes. Mathilde, alitée, respirait avec difficulté tandis que la fièvre consumait ses dernières forces. « Mes remèdes ne fonctionnent pas », murmura Adrian avec désespoir, agenouillé près du lit de celle qui avait été sa mère toute sa vie. « Dis-moi, que puis-je faire de plus? Quelle autre plante puis-je chercher ?» Mathilde sourit faiblement et prit la main de son fils adoptif dans les siennes, ridée et froide. « Il n'y a pas de remède au passage du temps, mon fils, » dit-elle d'une voix brisée. « Mon chemin en ce monde touche à sa fin, mais le tien ne fait que commencer. » Une quinte de toux interrompit ses paroles. Adrian la soutint délicatement, essuyant la sueur de son front avec un linge humide. Lorsque l'aîné se calma, ses yeux, bien qu'embrouillés par la maladie, brillèrent d'une intensité renouvelée. « L'heure de la vérité est venue, » murmura-t-elle. « Aide-moi à m'asseoir doucement. » Adrian installa Mathilde et lui plaça des oreillers dans le dos. L'aîné désigna une planche lâche sur le sol, près de la cheminée. « Là, mon fils, soulève-la. » Adrian obéit et découvrit un petit compartiment secret. À l'intérieur, il y avait un coffre en bois sculpté de symboles qu'il reconnut immédiatement, les mêmes que ceux qui ornaient le médaillon que Mathilde lui avait montré à de rares occasions. « Apporte-le » ordonna l'aîné d'une main tremblante. Adrian posa le coffre sur le lit. Mathilde l'ouvrit lentement, révélant son contenu, le médaillon d'or avec le blason de la maison royale de Valdevira, une lettre scellée à la cire rouge et un petit portrait miniature d'une belle jeune femme. « Je t'ai trouvé il y a 30 ans, pendant la pire tempête que ces montagnes aient jamais vue, » commença Mathilde en lui tendant le médaillon. « Quelqu'un t'avait abandonné sous le vieux chêne, non par cruauté, mais pour te sauver. » Adrian sentit le monde s'arrêter, tandis qu'il observait le médaillon dans sa main. Le blason montrait une aigle couronnée sur un champ d'étoiles, le symbole immistacable de la royauté de Valdevira. « Ce médaillon n'est porté que par les membres de la famille royale, » continua Mathilde. « Et cette lettre, je ne l'ai jamais ouverte, car elle ne m'était pas destinée, mais à toi, lorsque tu serais assez fort pour affronter ton destin. » Adrian prit l'enveloppe d'une main tremblante. Le seau de cire était intact, attendant d'être brisé après 3 décennies. « Êtes-vous en train de dire que je… » Les mots lui restèrent coincés dans la gorge. « Tu es le fils du roi Édouard de Valdevira », confirma Mathilde. « Né d'un amour interdit avec une dame de la cour. Ils t'ont abandonné pour te protéger de ceux qui voyaient en toi une menace pour leurs ambitions. » La révélation tomba sur Adrian comme une avalanche.
Des fragments de rêves récurrents, des sensations inexplicables lorsqu'il regardait le château, son étrange affinité avec le pouvoir et le leadership, tout prenait sens maintenant. « Pourquoi me le dites-vous maintenant ?» demanda-t-il avec un mélange de confusion et de douleur. « Parce que le roi n'est pas en danger, » répondit Mathilde avec urgence. « Le roi Édouard est malade, sans héritier reconnu. Les nobles conspirent et celui qui a ordonné ton abandon cherche à usurper le trône. » Avec ses dernières forces, Mathilde prit le visage d'Adriane entre ses mains. « Promets-moi que tu chercheras la vérité, que tu réclameras ce qui t'appartient de droit, non par ambition, mais par justice. » Adriane, les larmes aux yeux, acquiesça solennellement. « Je le promets, mère. Je découvrirai ma véritable origine et protégerai l'héritage qu'ils ont tenté de me voler. » Cette nuit-là, tandis que Mathilde dormait d'un sommeil agité, Adriane rompit le sceau de la lettre et commença à lire les mots écrits 30 ans auparavant. Des mots qui changeraient son destin pour toujours. Valdevira s'étendait majestueuse sous le soleil printanier. De la colline où Adriane s'était arrêtée, il pouvait contempler la capitale dans toute sa splendeur. Le château aux tours blanches et aux étendards bleus dominant le paysage, les murailles de pierre entourant la vieille ville et, au-delà, les champs fertiles et les vignobles qui avaient fait prospérer le royaume pendant des générations. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la mort de Mathilde. Après l'avoir enterrée dans sa montagne bien-aimée, Adriane était partie pour la capitale avec le strict nécessaire. Quelques herbes médicinales, la lettre révélatrice, le médaillon royal caché sous ses vêtements et un cœur partagé entre le deuil et la détermination. Si vous êtes déjà accro à cette intrigue, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains chapitres et d'activer les notifications. En descendant vers la ville, il observait les paysans travaillant dans les champs. Ils semblaient prospères, mais quelque chose sur leur visage trahissait de l'inquiétude. Dans les auberges en chemin, il avait entendu des rumeurs sur l'état du royaume. Le roi Édouard, autrefois fort et juste, était alité depuis des mois par une mystérieuse maladie que les médecins royaux ne parvenaient pas à guérir. On dit que le roi ne passera pas l'été, commentait un marchand à la taverne la veille au soir. Et sans héritier légitime, les loups montrent déjà les crocs. Le duc Rodrigo gouverne pratiquement déjà, ajouta un autre. Ces hommes contrôlent les portes de la ville et perçoivent des impôts qui n'arrivent jamais dans les caisses royales. Adriane écoutait en silence, absorbant chaque détail. Le nom du duc Rodrigo figurait dans la lettre que Mathilde lui avait remise, désigné comme le responsable de son abandon, l'homme qui avait menacé de le tuer si le roi le reconnaissait publiquement comme son fils. Arrivé aux portes de la ville, il sentit la tension immédiate. Des gardes avec l'emblème du duc et non du roi examinaient chaque visiteur avec méfiance. Les marchands payaient des taxes excessives pour entrer avec leurs marchandises, tandis que les nobles de moindre rang étaient traités avec dédain. Une fois à l'intérieur, la ville révélait 2 visages. L'opulence des quartiers nobles avec leurs manoirs et jardins contrastait avec la pauvreté croissante des quartiers populaires. Sur la place centrale, un groupe de héros lisait des proclamations royales, mais Adriane remarqua que le sceau qu'il montrait n'était pas celui du roi, mais celui du Conseil royal, dominé par Rodrigo. Le roi Édouard, dans son infinie sagesse, a délégué l'administration du royaume au Conseil pendant qu'il reprend ses forces, annonçait le héros. Toutes les affaires doivent être adressées au duc Rodrigo, protecteur temporaire de Valdevira. Les murmures dans la foule révélaient le mécontentement. Protecteur temporaire, plutôt un usurpateur ambitieux, murmura une vieille femme à ses côtés. Adriane se mêla à la foule, écoutant les conversations, observant. Il apprit que plusieurs nobles loyaux au roi avaient été éloignés de la cour sous divers prétextes, que la garde royale avait été réduite et remplacée par les hommes du duc, que personne, à l'exception du médecin royal et de quelques serviteurs choisis, ne pouvait voir le roi. Au crépuscule, depuis une taverne proche du château, Adriane observait le va-et-vient des courtisans. C'est alors qu'il la vit pour la première fois. Une femme d'âge mûr, avec le port élégant de celle qui a servi à la cour toute sa vie, mais avec un regard triste qui semblait porter de douloureux secrets. Quelque chose dans son visage lui parut étrangement familier. Qui est-elle ?
demanda-t-il au tavernier, désignant discrètement. Madame Isabelle, dame de compagnie de la défunte reine, l'une des rares personnes de confiance qui restent au château, répondit l'homme, baissant la voix. On dit qu'elle était une amie intime du roi dans sa jeunesse, avant qu'il ne se marie par obligation avec la princesse d'Altamar. Adriane sentit son cœur s'accélérer. Le portrait miniature que Mathilde lui avait remis montrait une jeune femme avec les mêmes traits que Madame Isabelle 30 ans auparavant. Ma mère, pensa-t-il en la voyant disparaître par les portes du château. Cette nuit-là, dans la chambre qu'il avait louée, Adriane élabora son plan. Il devait entrer dans le château, s'approcher du roi, découvrir la vérité complète sur sa naissance et surtout comprendre la maladie qui affligeait son père. Pour cela, il aurait besoin d'alliés, d'informations et d'une identité qui lui permettrait de se mouvoir à la cour sans éveiller les soupçons. Demain, se dit-il en contemplant le médaillon royal à la lumière d'une bougie, ma véritable mission commence. Nous sommes à mi-parcours de ce voyage incroyable. Si vous n'avez pas encore aimé la vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et de vous assurer que d'autres histoires comme celle-ci vous parviennent. Et abonnez-vous, bien sûr. Le ministre du Commerce, Don Augusto Mendoza, était connu pour deux choses, sa méticulosité avec les chiffres et sa migraine chronique. Adriane avait étudié ses habitudes pendant une semaine, l'observant de la place quand il sortait du château pour se rendre à la chambre de commerce. Chaque après-midi, le ministre s'arrêtait à la même pharmacie, cherchant un soulagement pour son mal. « Ces remèdes sont inutiles », se plaignait Don Augusto au pharmacien tous les jours. « La douleur est pire, et ces préparations ont le goût d'urine de chèvre. » Adriane choisit ce moment pour s'approcher. « Pardonnez mon audace, monsieur, » intervint-il avec une humilité étudiée. « J'ai remarqué votre mal-être, et je pourrais peut-être vous offrir une solution. » Le ministre le regarda avec scepticisme. « Et qui êtes-vous pour offrir ce que les médecins royaux n'ont pas réussi ? Juste un herboriste des montagnes du Nord, monsieur. Mon nom est Adriane. Ma maîtresse m'a enseigné d'anciens remèdes, oubliés par la médecine moderne. » 2 heures plus tard, dans le bureau privé du ministre, Adriane préparait une infusion avec les herbes qu'il portait toujours avec lui. L'arôme frais et mentholé emplit la pièce, tandis que Don Augusto observait avec curiosité. « Buvez ceci lentement », indiqua Adriane, lui offrant la tasse fumante. « La douleur commencera à céder dans quelques minutes. » Le ministre but avec méfiance, mais son expression changea progressivement, tandis que la douleur qui le tourmentait depuis des années commençait à se dissiper. « Par tous les dieux !» s'exclama-t-il étonné. « C'est comme si un brouillard se levait de mon esprit. Ce fut le premier pas. » En moins d'une semaine, Adriane était devenu l'assistant personnel du ministre du Commerce, avec accès au château et au cercle proche du pouvoir. Sa connaissance des herbes médicinales, combinée à une intelligence aiguisée pour les chiffres et le commerce, impressionna non seulement Don Augusto, mais aussi plusieurs membres de la cour. Le jeune Adriane a un don, commentèrent les courtisans lorsqu'il parvenait à soulager migraines, douleurs articulaires ou maux digestifs avec ses préparations. Mais son véritable objectif restait inaccessible. Le roi Édouard était isolé dans ses appartements, gardé par des gardes loyaux au duc Rodrigo. Pendant ce temps, Adriane observait, apprenait les rituels complexes de la cour et surtout cherchait Madame Isabelle. Il la trouva finalement dans les jardins intérieurs, où la dame avait l'habitude de se promener seule au crépuscule. Sous prétexte de lui apporter un remède contre son insomnie, à la demande du ministre, Adriane l'approcha. « Mes remerciements, jeune homme, » dit Isabelle, prenant le petit flacon. Quelque chose dans les yeux d'Adriane la fit s'arrêter. « Nous connaissons-nous. Il y a quelque chose de familier dans votre visage. » Adriane sentit son cœur s'accélérer. « Je ne crois pas, madame. Je suis nouveau à la cour. »« Vos yeux, » murmura-t-elle, l'étudiant intensément, « sont comme ceux du roi. »« Vous osez le suggérer, » dit Adriane à voix basse. Le visage d'Isabelle pâlit. D'une main tremblante, elle toucha la joue d'Adriane. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. « Toi, tu es mort il y a 30 ans. On m'a dit que tu étais mort. »« J'ai été abandonné dans les montagnes pendant une tempête, » répondit-il, sentant un nœud dans la gorge. « Une guérisseuse m'a trouvé et m'a élevé comme son fils. »
Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Isabelle. Avec prudence, regardant autour d'elle pour s'assurer que personne ne les observait, elle prit Adrian par le bras et le conduisit dans un coin isolé du jardin, protégé par de hauts buissons. « Mon fils !» sanglota-t-elle, l'étreignant avec la force accumulée de 3 décennies de douleur. « Mon petit, tous les jours de ma vie, j'ai pleuré ta perte. » Pendant l'heure suivante, alors que les ombres s'allongeaient dans le jardin, Isabelle lui raconta toute l'histoire. Leur amour secret avec le roi quand ils étaient jeunes, avant son mariage arrangé, la naissance cachée, la menace du duc Rodrigo, cousin du roi et proche dans la lignée de succession, qui avait découvert l'existence du bébé et menacé d'un scandale qui déstabiliserait le royaume. Édouard voulait le reconnaître, expliqua-t-elle en larmes, mais le conseil était divisé et Rodrigo menaça de guerre civile. On nous a dit qu'on t'avait emmené loin, dans une famille noble aux frontières du royaume. Des années plus tard, on nous a informé de ta mort dans un accident. Et la reine ? Demanda Adrian. Elle n'a jamais pu donner d'héritier au roi. Elle est morte il y a 5 ans, consumée par la tristesse de ne pas pouvoir concevoir. Édouard ne l'a jamais aimée comme il m'a aimé, mais il l'a respectée et traitée avec dignité. Pendant qu'il parlait, Adrian remarqua quelque chose qu'il n'avait pas perçu auparavant, un garde du corps discret qui suivait Isabelle à distance. « Qui est-il » demanda-t-il, désignant du regard. « Lorenzo, capitaine de la garde personnelle du roi, l'un des rares à rester fidèle. Édouard l'a désigné pour me protéger. Je pense qu'il a toujours soupçonné que Rodrigo connaissait notre secret. » Adrian acquiesça, comprenant les réseaux complexes de loyauté et de trahison qui tissaient à la cour. « J'ai besoin de voir le roi, » dit-il finalement. « Mon père doit savoir que je suis en vie avant qu'il ne soit trop tard. » Isabelle prit ses mains dans les siennes. « C'est dangereux, mon fils. Rodrigo contrôle chaque accès aux appartements royaux. Mais peut-être y a-t-il un moyen. » Quand ils se séparèrent, avec la promesse de se revoir, Adrian savait qu'il avait fait un pas crucial. Il n'était plus seul dans sa mission. Il avait sa mère et bientôt il l'espérait. Il aurait l'occasion de connaître l'homme dont le sang coulait dans ses veines. La tension ne fait qu'augmenter. Pour ne pas manquer le déroulement de cette intrigue passionnante, abonnez-vous et aimez la vidéo, c'est très important pour nous. Le printemps avait vêtu les jardins du palais d'un manteau de couleurs. Rosès, jasmin et lys rivalisaient pour parfumer l'air, tandis que les oiseaux chantaient parmi les arbres centenaires. Adrian marchait sur un sentier isolé, étudiant les plantes médicinales du jardin royal, lorsqu'un son attira son attention, le doux sanglot d'une femme. Suivant le son, il trouva une jeune femme assise sur un banc de pierre près d'une fontaine. Elle portait une élégante robe bleue, brodée de fils d'argent, et ses cheveux noirs tombaient en vagues sur ses épaules. Quand elle leva le visage, Adrian fut momentanément essoufflé. Elle était magnifique, avec des yeux couleur violette et des lèvres qui, même tristes, semblaient dessinées pour sourire. « Pardonnez mon intrusion, madame, » dit Adrian, faisant une révérence. « Je n'avais pas l'intention de troubler votre moment d'intimité. » La jeune femme sursauta et essuya rapidement ses larmes avec un mouchoir de soie. « Ne vous inquiétez pas, » répondit-elle d'une voix mélodieuse, bien qu'étranglée par les pleurs. « Les jardins sont pour tous les habitants du palais. » Adrian reconnut alors la duchesse Helena, nièce du duc Rodrigo et, selon les rumeurs de la cour, fiancée au comte de Monteferro, un noble âgé mais immensément riche. « Je suis Adrian, assistant du ministre du Commerce, » se présenta-t-il. « Puis-je vous aider ? J'ai des connaissances en remèdes naturels qui pourraient soulager tout mal-être. » Un léger sourire apparut sur les lèvres d'Helena. « À moins que vous n'ayez un remède pour un cœur obligé de se marier sans amour, je crains que vous ne puissiez m'aider. » La franchise de la jeune femme surprit Adrian. Pendant ses semaines à la cour, il avait appris que les paroles directes étaient rares parmi les nobles, qui préféraient cacher leurs vrais sentiments derrière des courtoisies élaborées. « Peut-être ne puis-je pas guérir cela, » répondit-il avec honnêteté. « Mais je peux vous offrir un moment de conversation sincère, quelque chose qui semble rare en ce lieu. » Helena l'étudia avec curiosité, comme pour évaluer si elle pouvait lui faire confiance. Finalement, elle lui fit signe de s'asseoir à ses côtés. « Savez-vous qui je suis »
demanda-t-elle. La duchesse Helena d'Altamar, nièce du duc Rodrigo, répondit Adriane. Et, dit-on, le joyau le plus précieux de la cour. Le joyau que mon oncle a l'intention de vendre au plus offrant, corrigea-t-elle avec amertume. Le comte de Monteferro a 65 ans et a déjà enterré 3 épouses, mais il a des mines d'argent dans les montagnes de l'Est, et mon oncle a besoin de son soutien pour ses ambitions. Adriane écouta attentivement, surpris par la clarté avec laquelle Helena voyait les machinations politiques autour d'elle. « Et le roi ne peut-il pas intervenir ?» demanda-t-il prudemment. « Le roi peut à peine respirer sans l'approbation de mon oncle, » répondit Helena avec tristesse. Sa maladie l'a tellement affaibli que le conseil, dominé par Rodrigo, prend toutes les décisions importantes. Au cours des semaines suivantes, Adriane et Helena se rencontrèrent régulièrement dans les jardins. Ce qui avait commencé par des conversations occasionnelles se transforma en discussions profondes sur la philosophie, la littérature, la médecine et, avec une confiance croissante, la politique. « Mon oncle n'est pas seulement ambitieux, il est impitoyable », confia Helena un après-midi, alors qu'il se promenait parmi les rosiers. Les serviteurs murmurent que la maladie du roi n'est pas naturelle, qu'elle a commencé après que mon oncle ait insisté pour nommer un nouveau cuisinier royal. Empoisonnement, murmura Adriane, bien qu'il le soupçonnât déjà. Je n'ai aucune preuve, répondit Helena, mais je connais mon oncle. Il ferait n'importe quoi pour s'asseoir sur le trône. L'attraction entre eux grandit à chaque rencontre. Adriane se retrouvait à penser à elle pendant la journée, anticipant leur conversation, admirant non seulement sa beauté, mais aussi son intelligence et sa bravoure. Helena, quant à elle, découvrit en Adriane quelque chose qu'elle n'avait jamais trouvé à la cour, l'authenticité. « Il y a quelque chose de différent en vous », lui dit-elle un jour, tandis que leurs doigts se frôlaient accidentellement en ramassant la même fleur tombée. « Vous ne jouez pas le jeu des apparences comme les autres. Vos mots ont du poids parce qu'ils viennent du cœur. » Adriane savait qu'il marchait sur un terrain dangereux. Helena était noble, fiancée à un autre homme, nièce de son ennemi. Il n'était, aux yeux de la cour, qu'un simple assistant sans titre ni fortune. Mais chaque fois qu'ils étaient ensemble, les barrières sociales semblaient se dissoudre. « Parfois, j'ai l'impression de vous connaître d'une autre vie », confia Helena lors de leur dernière rencontre, tandis que le soleil se couchait derrière les tours du château. Comme si nos âmes s'étaient rencontrées auparavant. Adriane prit délicatement sa main. Un geste interdit, une ligne franchie. « Peut-être oui, répondit-il, sentant son cœur se diviser entre sa mission de justice et ce nouveau sentiment qui fleurissait inopinément. Ou peut-être écrivons-nous une histoire que personne n'a jamais racontée. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que, dans l'ombre d'un cyprès voisin, une espionne au service du duc Rodrigo observait leur rencontre, enregistrant chaque mot, chaque geste, chaque regard partagé. Martha, la femme de chambre personnelle d'Helena. La conspiration et l'amour étaient désormais inextricablement liés, et le temps s'écoulait pour toutes les personnes impliquées. Restez informés de chaque rebondissement. Aimez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer le point culminant de cette saga. Le salon privé du duc Rodrigo brillait de luxe. Tentures de soie, importées de terres lointaines, chandeliers en or massif et meubles sculptés par les meilleurs artisans du royaume. Assis derrière un bureau en ébène, le duc étudiait les rapports que son réseau d'espions lui avait remis ce matin-là. Ainsi, ma chère nièce trouve du réconfort dans les bras d'un simple assistant, murmura-t-il en passant ses doigts dans sa barbe parfaitement arrangée. Une distraction intéressante, mais facile à éliminer. Devant lui, 3 hommes attendaient ses ordres. Le comte Sébastien, son allié le plus proche au conseil royal, Victor, le capitaine de sa garde personnelle, et Thomas, son espion principal à la cour. « Que savons-nous vraiment de cette Adriane ?» demanda le duc, levant les yeux des papiers. « Il est arrivé il y a 2 mois, monsieur, » répondit Thomas. « Il a gagné la faveur du ministre du Commerce avec des remèdes à base de plantes. Depuis, il a établi le contact avec plusieurs membres de la cour, offrant des cures pour divers maux. Ses connaissances médicales sont impressionnantes, » ajouta le comte Sébastien. « Même certains nobles qui vous soutiennent ont eu recours à ses services. » Le duc fronça les sourcils. « Et son passé, il dit venir des montagnes du Nord, élevé par une guérisseuse.
Mais il y a des lacunes dans son histoire, des détails qui ne correspondent pas, expliqua Thomas. Et il y a quelque chose de plus inquiétant. Je l'ai vu rencontrer secrètement Madame Isabelle. Un silence tendu s'installa dans la pièce. Tous connaissaient l'histoire entre Isabelle et le roi, un secret de polichinelle que le duc avait utilisé pendant des années à ses propres fins. Isabelle. Le duc se leva lentement, son esprit travaillant à toute vitesse. Décrit son apparence, Thomas, avec des détails. L'espion obéit, mentionnant la taille d'Adriane, son teint, la couleur de ses yeux. « Ambre » interrompit le duc. « Tu as dit que ses yeux étaient couleur ambre ?»« Oui, monseigneur. Comme ceux du roi », compléta Rodrigo, frappant le bureau du poing. « Maudit, j'aurais dû m'assurer personnellement de sa mort il y a 30 ans. » Le comte Sébastien pâlit. « Êtes-vous en train de suggérer que cet homme est le bâtard qui aurait dû mourir dans les montagnes ?»« Confirmé, » dit le duc, sa voix froide comme l'acier. « Le fils d'Édouard et d'Isabelle, qui pourrait revendiquer des droits au trône. » Le duc commença à arpenter la pièce, son esprit élaborant des plans et des contingences. « Nous devons agir avec prudence, » avertit-il. « Si c'est bien celui que je soupçonne, l'éliminer directement pourrait soulever des questions. Nous devons d'abord le discréditer, l'éloigner de la cour et surtout de ma nièce. » Pendant ce temps, dans la bibliothèque royale, Adriane rencontrait discrètement Lorenzo, le capitaine de la garde personnelle du roi et protecteur d'Isabelle. « La situation empire chaque jour », informa Lorenzo à voix basse. « Le roi peut à peine se lever de son lit, les médecins sont déconcertés, mais personne n'ose suggérer un empoisonnement. »« J'ai besoin de voir ses symptômes », insista Adriane. « Si c'est ce que je soupçonne, je peux préparer un antidote. » Lorenzo acquiesça. « Isabelle a convaincu la femme de chambre du roi de nous permettre d'entrer cette nuit, lorsque les gardes du duc changeront de quart. Ce sera risqué. » Adriane savait qu'il s'approchait du cœur du danger, mais il n'avait pas d'alternative. Pendant ce temps, il avait commencé à former son propre réseau d'alliés, des serviteurs reconnaissants pour ses remèdes, des gardes impressionnés par sa connaissance de la stratégie militaire, même quelques nobles mécontents du pouvoir croissant du duc. « J'ai trouvé autre chose », ajouta Lorenzo, lui tendant un parchemin roulé. « Isabelle m'a demandé de chercher dans les archives royales. C'est une copie du registre de mariage secret entre le roi et Isabelle, célébré par l'ancien grand prêtre avant que le roi ne soit obligé d'épouser la princesse d'Altamar. » Adriane déroula le document d'une main tremblante. Là se trouvait la preuve qu'il n'était pas un bâtard, mais le fils légitime et aîné du roi Édouard. « Cela change tout », murmura-t-il, sentant le poids de la révélation. « Et cela le rend plus dangereux », avertit Lorenzo. « Si le duc découvre ce document, non seulement vous serez en danger, mais aussi Isabelle et quiconque vous soutient. » Ce même après-midi, tandis qu'Adriane retournait à ses appartements, Victor, le capitaine de la garde du duc, l'intercepta dans un couloir désert. « Le duc Rodrigo demande votre présence immédiate », annonça-t-il avec un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Adriane comprit qu'il avait été découvert. Son esprit évalua rapidement les options. Affronter le duc signifierait révéler ses intentions avant d'être prêt. Refuser confirmerait les soupçons. « Bien sûr », répondit-il avec un calme étudié. « Ce sera un honneur de rencontrer enfin l'oncle de la duchesse Helena. » La mention d'Helena était délibérée, un rappel que sa relation avec la nièce du duc était connue et pourrait compliquer toute action directe contre lui. Tandis qu'il suivait Victor dans les couloirs du château, Adriane toucha discrètement le médaillon royal caché sous ses vêtements. Le moment de la vérité approchait plus vite qu'il ne l'avait prévu. Presque à la fin, pour voir le dénouement de cette histoire incroyable, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez avec tous ceux que vous connaissez. La pleine lune éclairait le jardin secret, un petit coin muré au sein des vastes terrains du palais, connu de peu et visité par moins encore. Helena attendait assise sur un banc de pierre, sa silhouette éthérée sous la lumière argentée. Quand Adriane apparut entre les buissons de jasmin, son visage montrait les marques de la tension récente. « Je craignais que tu ne viennes pas, » dit Helena, se levant pour le recevoir. « Quand mon oncle t'a convoqué cet après-midi, ce fut une conversation intéressante, » répondit Adriane, prenant ses mains avec douceur. « Votre oncle est un homme perspicace. Il m'a offert un poste de médecin dans sa maison personnelle. As-tu accepté » demanda Helena, alarmée. « Je lui ai dit que c'était un honneur, »
que je devais y réfléchir attentivement, expliqua Adrian. En réalité, il essaie de me surveiller. Il me soupçonne. Ils s'assirent ensemble, leurs épaules se frôlant légèrement. Le parfum d'Elena, un subtil mélange de rose et de vanille, enveloppait Adrian comme un sortilège. Ils avaient partagé tant de conversations, tant de regards furtifs, mais ils n'avaient jamais parlé de ce qu'ils sentaient tous deux grandir entre eux. « Elena !» commença Adrian, sa voix plus grave que d'habitude. « Il y a quelque chose que je dois te confesser, quelque chose qui changera la façon dont tu me vois. Es-tu marié ?» demanda-t-elle, à moitié en plaisantant, essayant d'alléger la tension qu'elle percevait en lui. Adrian sourit brièvement. « Non, rien de tout cela. C'est à propos de qui je suis réellement. » Avec des mots mesurés mais sincères, Adrian lui révéla son histoire, sa naissance comme fils du roi Édouard et d'Isabelle, le mariage secret qui le rendait héritier légitime, son abandon dans les montagnes, les années passées avec Mathilde, et finalement son retour pour réclamer non seulement son identité, mais aussi pour sauver son père d'un lent empoisonnement. Elena écouta en silence, ses yeux violets s'écarquillant à chaque révélation. Quand Adrian eut fini, il sortit le médaillon royal de ses vêtements et le lui montra. « C'est le symbole de ma lignée, ce que Mathilde a gardé pendant 30 ans. » Elena toucha le médaillon de doigts tremblants, traçant le contour de l'aigle couronné, l'emblème de la maison royale. « Ton oncle a essayé de te tuer quand tu étais un bébé, » murmura-t-elle. « Et maintenant, il empoisonne lentement le roi pour usurper le trône, » confirma Adrian. « Votre oncle est l'homme qui a causé des décennies de souffrance à mes parents, qui m'a volé mon identité et mon destin. » Elena se leva brusquement, lui tournant le dos. Adrian craignit d'avoir commis une erreur en lui confiant la vérité. Irait-elle voir son oncle avec cette information ? « Je comprendrai si tu ne veux plus me revoir, » dit-il. « Je sais que je te demande de choisir entre ta famille et un homme que tu connais à peine. » Elena se tourna vers lui, des larmes brillant dans ses yeux sous la lumière lunaire. « Je te connais mieux que personne, » répondit-elle d'une voix ferme. « Ces semaines passées avec toi sont les seules où je me sois sentie vraiment vivante. Et mon oncle n'a jamais été de la famille pour moi. Il m'a utilisé comme un pion dans son jeu de pouvoir depuis la mort de mes parents. » Elle s'approcha d'Adrian et, avec détermination, prit son visage entre ses mains. « Je t'aiderai, » déclara-t-elle. « Non par loyauté envers le roi ni par justice abstraite, mais parce que je crois en toi, parce que je vois la bonté dans tes yeux, la même qui m'a captivé dès notre première rencontre. » Adrian, ému par son courage, ne put se contenir davantage. S'inclinant lentement, comme pour laisser à Elena le temps de reculer si elle le souhaitait, il posa ses lèvres sur les siennes. Le baiser fut doux au début, comme le battement d'ailes d'un papillon, mais il s'intensifia bientôt avec la force de sentiments longtemps contenus. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux savaient qu'ils avaient scellé un pacte qui allait au-delà des mots. Ce n'était pas seulement une alliance politique contre le duc Rodrigo, c'était une promesse d'un avenir partagé, quel que soit le résultat de la dangereuse mission d'Adrian. « Mon engagement avec le comte de Monteferro sera annoncé officiellement dans 3 jours, » dit Elena. « Cela nous laisse peu de temps. Cette nuit, je verrai le roi pour la première fois, » répondit Adrian. « Si je peux commencer à combattre le poison, nous gagnerons un temps précieux. » Ils se levèrent, conscients qu'ils devaient se séparer avant que leur absence prolongée n'éveille les soupçons. « Attention, » avertit Elena. « Mon oncle n'est pas seulement cruel, il est astucieux. S'il te soupçonne, je sais, » ressentit Adrian. « Mais maintenant, j'ai quelque chose de plus à défendre. Pas seulement mon droit de naissance, mais un avenir avec toi. » D'un dernier baiser, ils scellèrent leur pacte d'amour et de loyauté sous le témoignage silencieux de la lune et des étoiles. Tandis qu'ils s'éloignaient par des chemins séparés, aucun ne remarqua la petite silhouette qui se glissait entre les buissons. Martha, la femme de chambre personnelle d'Elena, qui servait d'informatrice au duc Rodrigo. La conspiration et l'amour étaient désormais inextricablement liés, et le temps s'écoulait pour toutes les personnes impliquées. Les appartements royaux restaient dans la pénombre, éclairés seulement par quelques bougies.
L'odeur de maladie imprégnait l'air, un mélange d'herbes médicinales, de sueur fiévreuse et l'arôme immystacable de la mort approchante. Adrian retint sa respiration, tandis que Lorenzo et Isabelle le guidaient par l'antichambre déserte. « Les gardes du duc changeront de quart dans 20 minutes, murmura Lorenzo. Nous devons être rapides. Isabelle ouvrit doucement la porte de la chambre royale. Au centre, sur un énorme lit à baldaquin, gisait le roi Édouard de Valdevira. Adrian sentit son cœur s'arrêter un instant. L'homme qu'il avait imaginé pendant des années comme une figure puissante et imposante n'était plus qu'une ombre, maigre, pâle, les cheveux blancs éparpillés sur les oreillers. « Édouard », appela Isabelle avec douceur, s'approchant du lit, « il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. » Le roi ouvrit lentement les yeux. Malgré la maladie, il conservait une couleur ambrée, identique à celle d'Adrian. Quand son regard rencontra celui du jeune homme, quelque chose sembla s'éveiller en lui. « Qui ?» Sa voix n'était qu'un rauque murmure. Isabelle prit la main d'Adrian et le rapprocha du lit. « C'est Adrian, notre fils. » Le roi Édouard tenta de se lever, mais une quinte de toux l'obligea à se recoucher. Adrian s'agenouilla près du lit, étudiant les symptômes d'un œil clinique, tandis que son cœur luttait avec des émotions contradictoires. « Les médecins disent que c'est une maladie inconnue, » expliqua Isabelle. « Cela a commencé il y a 6 mois par de la fatigue, puis sont venues les douleurs, la fièvre intermittente, et maintenant il peut à peine retenir les aliments. » Adrian reconnut immédiatement les signes. « Arsenic » murmura-t-il, mélangé à un autre poison plus subtil, probablement de l'extrait de belladone. Une combinaison conçue pour simuler une maladie naturelle et prolongée. « Pouvez-vous faire quelque chose ?» demanda Isabelle, l'espoir illuminant son visage fatigué. Adrian acquiesça, ouvrant son sac d'herbes. « J'ai apporté ce qu'il faut pour commencer un traitement. Cela ne réparera pas les dommages déjà causés, mais cela peut arrêter l'avancée et donner au corps le temps de récupérer. » Tandis qu'il préparait une infusion de mains expertes, mélangeant de la racine de curcuma, du chardon-marie et d'autres herbes détoxifiantes, Adrian sentait le regard du roi fixé sur lui. « Ses yeux, » murmura Édouard, « sont les miens. »« Oui, père, » répondit Adrian, le mot « père » sonnant étrange, mais juste sur ses lèvres. « Je suis de retour. » Avec l'aide d'Isabelle, ils soulevèrent le roi suffisamment pour qu'il puisse boire la médecine. Édouard fit une grimace avec le goût amer, mais but docilement. « Comment ?» commença-t-il à demander. Mais Adrian l'interrompit doucement. « Il y aura du temps pour les explications, Majesté. Maintenant, vous devez conserver vos forces. » Pendant que le roi se reposait, Adrian examina les médicaments que les médecins royaux lui avaient administrés. Comme il le soupçonnait, certains contenaient des traces de poison. Maintenant, un apport constant qui affaiblissait le monarque sans le tuer immédiatement. « Ceux-ci doivent être remplacés, » indiqua-t-il, montrant à Isabelle les flacons suspects. « Je préparerai des alternatives qui sembleront identiques, mais qui contiendront en réalité des antidotes. » Lorenzo, qui surveillait la porte, s'approcha avec urgence. « Les gardes reviennent plus tôt que prévu, » avertit-il. « Nous devons partir. » Adrian travailla rapidement, laissant des instructions précises à Isabelle sur la façon d'administrer les remèdes qu'il avait préparés. Avant de partir, il se pencha sur le roi. « Je reviendrai, père, je le promets. » Le roi Édouard, avec un effort visible, leva une main tremblante et toucha le visage d'Adrian. « Tu lui ressembles tant quand elle était jeune, » murmura-t-il regardant Isabelle. « Mais tu as ma détermination dans le regard. » Il marqua une pause, respirant avec difficulté. « Sais-tu que tu n'es pas un bâtard ?» compléta-t-il. « Oui, je connais le mariage secret. Je suis votre fils légitime. » Une larme solitaire roula sur la joue ridée du roi. « Pardonne-moi de ne pas t'avoir protégé. Cela n'a plus d'importance, » répondit Adrian. « Ce qui importe, c'est l'avenir. Votre avenir et celui du royaume. » Les pas des gardes résonnèrent dans le couloir. Lorenzo pressa Adrian vers une porte cachée derrière une tapisserie, un passage secret qui les mènerait en sécurité hors des appartements royaux. Avant de disparaître, Adrian jeta un dernier regard à ses parents, réunis après tant d'années de séparation forcée. L'amour qu'il vit entre eux, malgré le temps et la souffrance, lui donna une détermination renouvelée. 3 jours plus tard, la nouvelle se répandit dans le palais.
Le roi Édouard avait montré une légère amélioration, refusant pour la première fois depuis des mois les remèdes des médecins royaux et demandant, à la place, l'attention du jeune herboriste qui travaillait pour le ministre du Commerce. Le duc Rodrigo, en l'apprenant, jeta une coupe de vin contre le mur de ses appartements. « Amenez-moi ce maudit guérisseur », ordonna-t-il à Victor. « Il est temps de savoir vraiment qui est cet Adrian et ce qu'il prétend. » Mais Adrian, averti par Helena du danger imminent, avait déjà élaboré son prochain mouvement. Le plateau était dressé, les pièces en place. La partie pour le trône de Valdevira entrait dans sa phase décisive. La salle du Conseil royal bouillonnait d'une tension à peine contenue. Autour de l'énorme table en chêne, 12 nobles, représentant des principales maisons de Valdevira, attendaient l'arrivée du duc Rodrigo. Adrian, convoqué comme conseiller médical du roi, se tenait près d'une colonne, observant les dynamiques de pouvoir qui se déroulaient sous ses yeux. « On dit que le roi s'est notablement amélioré », commentait le comte Xavier, un vieil homme respecté pour sa sagesse et sa loyauté envers la couronne. « Miracle de la médecine moderne », répondit avec sarcasme le baron Mendoza, allié connu du duc Rodrigo, bien que personnellement, je trouve suspect qu'aucun médecin royal n'ait réussi en des mois ce que cet herboriste a accompli en quelques jours. Les regards se tournèrent vers Adrian, certains curieux, d'autres ouvertement hostiles. Il garda une expression sereine, conscient que chaque geste, chaque mot serait analysé et rapporté. Les portes s'ouvrirent soudainement et le duc Rodrigo entra d'un pas ferme, suivi de Victor et de 2 gardes personnels. Contrairement à d'autres réunions, cette fois son visage ne cachait pas son irritation. « Messieurs, salua-t-il sèchement, je regrette le retard. Des affaires urgentes ont requis mon attention. » Il s'assit au bout de la table, la place traditionnellement réservée au roi ou à son représentant officiel. Adrien remarqua comment certains conseillers échangeaient des regards gênés devant cette appropriation symbolique d'autorité. « Je crois comprendre que nous avons été convoqués pour discuter de la santé de Sa Majesté, » commença le duc. Un sujet qui, étonnamment, a pris un tour inattendu. Son regard se fixa sur Adrian. Peut-être notre nouveau médecin miraculeux pourra-t-il nous expliquer la nature de ces traitements. Adrian s'avança calmement vers la table. Au cours des dernières nuits, il avait répété ce moment, se préparant à l'inévitable confrontation. « Il n'y a aucun miracle, Excellence », répondit-il d'une voix claire. « J'ai simplement identifié que Sa Majesté souffrait des effets d'un empoisonnement progressif et non d'une maladie naturelle, comme cela avait été diagnostiqué. » Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Le duc Rodrigo se tendit visiblement. « Empoisonnement », répliqua-t-il, contrôlant son ton. « Une accusation extrêmement grave. Et qui, selon votre opinion experte, serait le responsable ? » « Je ne suis pas ici pour accuser qui que ce soit, » répondit Adrian diplomatiquement, « seulement pour informer sur la condition médicale du roi. Le poison a été administré à petite dose pendant des mois, probablement mélangé à ses médicaments et à ses aliments. Mon traitement consiste simplement à purger ces toxines de son système. » Le comte Xavier se pencha en avant. « Êtes-vous absolument sûr de ce diagnostic, jeune homme ? » « Complètement, monseigneur, » affirma Adrian. « Les symptômes sont indubitables pour quelqu'un formé à reconnaître les empoisonnements. De plus, j'ai conservé des échantillons des médicaments contaminés comme preuve. » Le visage du duc Rodrigo rougit d'une colère à peine contenue. Il était sur le point de répondre lorsque les portes s'ouvrirent de nouveau. Lorenzo, capitaine de la garde royale, entra, escortant un homme d'âge mûr qu'Adrian reconnut immédiatement. Marcos, le serviteur qu'il avait abandonné dans les montagnes 30 ans auparavant. « Que signifie cette interruption ?» exigea le duc. « Mes excuses, conseil, » répondit Lorenzo. « Mais cet homme a demandé une audience urgente. Il dit avoir des informations vitales concernant la succession au trône. » Le duc Rodrigo pâlit. « Ce n'est ni le moment ni le lieu pour... » « Au contraire, » interrompit le comte Xavier. « Si cela concerne le trône, nous devons tous écouter. » Marcos s'avança, tremblant mais déterminé. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Adrian et se remplirent de larmes. « Mon nom est Marcos Linares, » commença-t-il. « J'ai servi la maison royale pendant 25 ans, et il y a 30 ans, j'ai commis le pire acte de ma vie, sur ordre du duc Rodrigo. »
La salle plongea dans un silence complet. Adrian sentait son cœur battre fort, tandis que Marcos racontait la nuit de la tempête, l'ordre d'éliminer le fils nouveau-né du roi, sa décision de simplement l'abandonner dans la montagne. « J'ai cru qu'il mourrait cette nuit-là », confessa Marcos. « La culpabilité m'a tourmenté pendant 3 décennies, mais quand j'ai vu ce jeune homme au palais, ses yeux inconfondables, j'ai su qu'il avait survécu. » Les conseillers regardaient alternativement Marcos, Adrian et le duc Rodrigo, dont le visage était passé du rouge au blanc. « Mensonge !» hurla finalement le duc, frappant la table. « Cet homme est sénile, il a été acheté, garde !» Mais lorsque les gardes du duc s'apprêtaient à appréhender Marcos, ils se trouvèrent bloqués par des soldats de la garde royale qui étaient entrés silencieusement dans la salle. « Je crois que nous méritons tous d'entendre l'histoire complète, » dit Lorenzo avec autorité. Pendant l'heure suivante, la vérité se déroula devant le conseil. Le mariage secret entre le roi et Isabelle, la naissance d'Adrian comme héritier légitime, la conspiration du duc pour l'éliminer et finalement l'empoisonnement graduel du roi pour prendre le contrôle du royaume. « J'ai des documents qui prouvent le mariage », annonça Lorenzo, déroulant le parchemin qu'Adrian avait vu quelques jours auparavant. Le grand prêtre Anselme a célébré l'union avant que le roi ne soit obligé d'épouser la princesse d'Altamar. Tandis que les conseillers examinaient les documents, les portes s'ouvrirent de nouveau. Cette fois, c'est Helena qui entra, le visage pâle, mais résolu. « Je peux confirmer une partie de cette histoire, » déclara-t-elle. « Mon oncle a planifié pendant des années de prendre le trône. Il m'a utilisé comme un pion dans ses alliances, et je sais personnellement qu'il a ordonné l'empoisonnement du roi. » Le duc Rodrigo regarda sa nièce avec haine. « Traîtresse, ta mère aurait honte. Ma mère aurait défendu la vérité, » répondit Helena avec dignité. « Comme je le fais maintenant. » La tension dans la salle atteignit son paroxysme lorsque Victor, inopinément, dégaina son épée. Mais au lieu d'attaquer les opposants du duc, il la pointa directement vers la gorge de Rodrigo. « Assez de sang qui a souillé mes mains pour tes ambitions, » déclara le capitaine. « Plus jamais. » Les alliés du duc, voyant le changement de loyauté, commencèrent à s'éloigner physiquement de lui. Le baron Mendoza fut le premier à se lever. « Je propose l'arrestation immédiate du duc Rodrigo jusqu'à ce que ces graves accusations soient entièrement étudiées, » déclara-t-il avec l'autorité de celui qui sait toujours reconnaître d'où souffle le vent. « Je seconde la motion !» ajouta rapidement un autre noble qui, quelques minutes auparavant, défendait le duc. Tandis que Lorenzo et ses hommes escortaient un Rodrigo furieux hors de la salle, Adrian échangea un regard avec Helena. Au milieu du chaos et des révélations, ils avaient réussi l'impossible, démasquer la conspiration et changer le cours de la succession. Cependant, tous deux savaient que ce n'était que le début. Le conseil allait maintenant débattre de la légitimité d'Adrian, et tous ne seraient pas prêts à accepter un prince élevé dans les montagnes comme leur futur roi. Le comte Xavier s'approcha d'Adrian, tandis que les autres conseillers discutaient vivement. « Si vous êtes celui que vous prétendez être, dit-il à voix basse, vous avez choisi un chemin difficile. Beaucoup préféreraient que le secret soit resté enfoui. Je ne cherche pas le pouvoir par ambition, comte, répondit Adrian. Seulement la justice et la vérité qui m'ont été niées. Le vieil homme acquiesça pensivement. La preuve ultime sera le roi lui-même. Si Édouard vous reconnaît publiquement comme son fils, peu oseront remettre en question votre droit. Adrian regarda Helena, qui était maintenant entourée de nobles curieux qui l'interrogeaient sur son oncle. « Il y a quelque chose de plus important que le trône, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour le comte. « Ah, l'amour !» sourit le vieil homme, suivant son regard. « Une autre complication pour votre situation déjà difficile. La nièce de l'homme qui a tenté de vous tuer. Le destin a un étrange sens de l'humour. L'antichambre des appartements royaux était inhabituellement fréquentée ce matin-là. Nobles, conseillers et hauts serviteurs s'y pressaient, murmurant entre eux, attendant des nouvelles. L'emprisonnement du duc Rodrigo avait ébranlé les fondations du palais, et les rumeurs concernant un possible héritier perdu du roi couraient comme une traînée de poudre. Adrian, vêtu de vêtements plus formels que d'habitude, attendait aux côtés d'Isabelle. Sa mère biologique lui tenait discrètement la main.
un geste de soutien qui signifiait plus que les mots ne pouvaient exprimer. Le roi a demandé une audience privée, annonça Lorenzo, sortant des appartements royaux. Seul le prince Adrian, Madame Isabelle et le grand prêtre doivent entrer. Les murmures s'intensifièrent, avec l'utilisation du titre de prince. Certains visages montraient de l'indignation, d'autres de la curiosité, et quelques-uns de l'espoir. Le grand prêtre Matthieu, un homme âgé qui avait succédé à Anselme des années auparavant, s'avança avec une expression solennelle. Adrian et Isabelle le suivirent à l'intérieur de la chambre royale. Le changement chez le roi Édouard était notable. Bien qu'encore fragile, il était assis dans un fauteuil près de la fenêtre et non alité comme les jours précédents. La couleur était partiellement revenue à ses joues et ses yeux, identiques à ceux d'Adrian, brillaient d'une clarté renouvelée. « Ma famille », dit-il d'une voix émue, tendant les mains vers eux. « Ma famille ». Isabelle s'agenouilla près du fauteuil, prenant l'une des mains du roi dans les siennes. Adrian resta debout, accablé par l'intimité du moment. « Édouard, dit doucement Isabelle, il est temps que le monde connaisse la vérité. Notre fils est revenu réclamer sa place. » Le roi acquiesça, regardant Adrian avec intensité. « Approche, mon fils. Laisse-moi te voir à la lumière du jour. » Adrian avança et s'agenouilla de l'autre côté du fauteuil. Le roi étudia son visage avec attention, comme s'il en mémorisait chaque détail. « Tu as les yeux des Valdevira, murmura-t-il, et le menton de ta mère. Mais il y a quelque chose de plus en toi, une force qui ne vient pas de nous, mais de la vie que tu as menée, une vie pour laquelle je vous demande pardon, Majesté. J'ai grandi aimé et bien soigné par Mathilde, la guérisseuse qui m'a trouvé, répondit Adrian. Je n'ai pas besoin de votre pardon, mais du vôtre, compléta le roi d'une voix ferme. C'est moi qui ai échoué en ne te protégeant pas. Adrian sentit un nœud dans la gorge, tandis que le roi prenait ses mains dans les siennes. « Grand prêtre », s'adressa Édouard au vieil homme religieux, « confirmez-vous l'authenticité du mariage célébré par votre prédécesseur ?»« Oui, Majesté. Les registres sont irréfutables. Le prince Adrian est votre fils légitime et héritier du trône, » déclara solennellement. Le roi acquiesça et, avec effort, se leva. Il prit le médaillon royal qui pendait à son cou et le plaça autour de celui d'Adrian. « Avec ceci, je te reconnais officiellement comme mon fils et héritier. Que le royaume sache que la maison Valdevira continuera. » La grande salle du trône était en effervescence. Des nobles de tout le royaume s'étaient réunis pour assister au jugement du duc Rodrigo et à la reconnaissance officielle du nouvel héritier. Le roi Édouard, visiblement rétabli, bien qu'encore fragile, occupait son trône pour la première fois depuis des mois. Adrian se tenait à sa droite, portant le médaillon royal, tandis qu'Isabelle occupait une place d'honneur. « Rodrigo d'Altamar » proclama le héros. « Vous êtes accusé de haute trahison, de tentative de meurtre et d'empoisonnement contre la couronne. » L'ex-duc, enchaîné, mais toujours altier, cracha son mépris. « Ce bâtard des montagnes ne sera jamais roi de Valdevira. »« Attention à vos paroles, » avertit le roi. « Vous parlez du prince légitime de ce royaume. » Le procès fut rapide. Les témoignages de Marcos, Victor, Helena et les documents présentés scellèrent le destin de Rodrigo. « Pour vos crimes contre la couronne, je vous condamne à l'exil perpétuel dans les îles du Nord. Partez demain et ne revenez jamais, » sentença le roi. Tandis qu'ils escortaient Rodrigo, Helena s'approcha d'Adrian. Ses yeux montraient à la fois soulagement et tristesse. « Mon oncle paiera enfin pour ses crimes, » murmura-t-elle. « Mais maintenant, tout a changé entre nous. » Adrian lui prit discrètement la main. « Rien d'essentiel n'a changé. Je t'aime comme l'homme que tu as rencontré dans les jardins, pas comme le prince que je dois maintenant être. » 6 mois plus tard, les cloches de tout le royaume sonnèrent à l'unisson. Le roi Édouard avait décidé d'abdiquer, considérant que sa santé et la stabilité du royaume exigeaient du sang neuf sur le trône. Dans la cathédrale royale, Adrian s'agenouilla devant l'autel, tandis que le grand prêtre plaçait la couronne ancestrale sur sa tête. « Par la grâce divine et la volonté du peuple, je vous proclame Adrian, roi de Valdevira », déclara-t-il d'une voix retentissante. Parmi la foule applaudissante, Helena brillait de 1000 feux,
Ils avaient annoncé leur fiançailles une semaine auparavant, unissant officiellement leur destin. Le peuple voyait dans cette union un symbole de réconciliation et de nouveau départ. Cette histoire est terminée, mais l'aventure peut continuer. Laissez votre like si le voyage d'Adriane vous a ému, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu incroyable et dites-nous en commentaire ce que vous avez le plus aimé. Après la cérémonie, tandis que les festivités emplissaient les rues, Adriane s'échappa brièvement vers le jardin où il avait rencontré Elena. Là, il la trouva qui l'attendait. « Regrettes-tu quelque chose ?» demanda-t-elle, souriante. « Seulement d'avoir attendu si longtemps pour te trouver, » répondit-il, la prenant dans ses bras. Ils s'embrassèrent sous les étoiles, le roi et sa future reine, tandis que le royaume célébrait le début d'une nouvelle ère. 5 ans plus tard, le royaume de Valdevira prospérait sous le règne d'Adriane. Ses réformes avaient apporté la justice sociale, de meilleures conditions pour les paysans et des alliances prospères avec les royaumes voisins. Dans le même jardin où ils s'étaient rencontrés, Adriane et Elena se promenaient avec leurs 2 jeunes enfants. L'aîné, Édouard, âgé de 4 ans, avait les yeux dorés des Valdevira. La petite Mathilde, nommée en l'honneur de celle qui avait élevé Adriane, courait parmi les fleurs, riant. « Crois-tu que tu aurais été heureux avec une vie simple dans les montagnes ?» demanda Elena en regardant leurs enfants jouer. Adrien sourit, se souvenant de l'ancienne guérisseuse qui lui avait donné amour et sagesse. Mathilde disait que le destin nous emporte sur des chemins que nous n'imaginons jamais, mais toujours là où nous devons être. Il prit la main d'Elena et regarda vers le château qui était maintenant leur foyer, vers le royaume qui était sa responsabilité, vers la famille qui était son plus grand trésor. « Je suis exactement là où je dois être », répondit-il avec une certitude absolue. Et tandis que le soleil se couchait sur Valdevira, le fils qui fut un jour abandonné dans la neige avait enfin trouvé sa place dans le monde, non seulement comme roi, mais comme homme, époux et père, guidant son peuple vers un avenir prospère et juste. Que pensez-vous du voyage d'Adriane, de l'enfant abandonné au roi? Croyez-vous que le destin d'Adriane était déjà tracé dès sa naissance, ou que ce sont ses choix et le soutien de personnes comme Mathilde et Elena qui ont forgé son chemin? Quel a été le moment le plus marquant pour vous dans cette histoire de révélation et de justice? Laissez votre commentaire et dites-nous ce qui vous a le plus marqué dans cette aventure épique de Valdevira.